Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose que l'on aborde une thématique qui revient quand même assez fréquemment, que ce soit en consultation ou à travers les messages que vous pouvez m'adresser par mail ou sur les réseaux sociaux, à savoir comment être sûr finalement d'avoir vécu un trauma incestueux, comment être sûr d'être porteur entre guillemets d'un traumatisme de l'ordre d'un vécu incestueux et ou incestuel. D'ailleurs, je vous renvoie à l'une de mes précédentes publications dans laquelle justement j'abordais avec vous cette question de comment comprendre que l'on puisse encore douter de ses souvenirs et comment être sûr à 100%, comment intégrer en soi cette certitude que l'on a pu vivre effectivement un contexte incestuel et ou un passage à l'acte incestueux également. Je vous renvoie du coup à cette précédente publication. Et aujourd'hui, on va aborder la question des symptômes pouvant évoquer un traumatisme incestueux, que ce soit un inceste ou un climat incestuel. Pour un bon nombre de personnes qui ont grandi dans un contexte incestuel, il faut le rappeler, il est plus que fréquent que des symptômes persistants restent sous silence ou soient minimisés avant d'envisager de s'en remettre à des professionnels de la santé, et ce, entre autres, parce que les ressentis et les vécus personnels et individuels n'étaient pas entendus dans leur famille dysfonctionnelle. Donc leurs besoins personnels ont été verrouillés, oubliés dans les profondeurs, et ils ont pu se transformer en ce que l'on appelle des pensées automatiques, de l'ordre de «je ne dois pas me plaindre, je n'ai pas le droit d'avoir mal, je dois m'en sortir seule, je dois rester fort ou rester forte». Et donc avant toute chose, il convient vraiment de se rassurer sur la démarche qui est la vôtre, quand vous envisagez de demander l'aide et le support d'un professionnel de la santé, quel que soit son domaine d'activité. C'est-à-dire qu'avoir recours à un soutien extérieur et surtout prendre soin de sa santé n'est pas symbole de faiblesse ou de victimisation, bien au contraire. On va donc aujourd'hui dresser un tableau, une sorte de classification non exhaustive mais somme toute assez éclairée des diverses formes symptomatiques que peut prendre un trauma incestueux, comme je le disais en début de vidéo, que ce soit un inceste ou un climat incestueux. Avant de poursuivre, je vous invite à faire également preuve de discernement et de vous assurer que tout ou partie des symptômes que l'on va évoquer juste après ne relève pas d'une problématique physiologique pouvant être traitée de manière médicale. Je le rappelle, le psychologique ne résout pas tout, de même que le médical ne résout pas tout non plus. L'important là-dedans étant de créer une alliance entre les deux pour s'assurer les meilleures chances possibles de résolution symptomatique. Quand on parle de symptômes pouvant évoquer la présence et la persistance d'un trauma ou d'un traumatisme incestueux, euh, on aborde bien évidemment plusieurs catégories de symptômes, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient comportementaux, somatiques, relationnels, mais également sexuels. Et donc on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo les différentes catégories justement que je viens de vous citer et ce que l'on peut évidemment retrouver dans chacun de ces symptômes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'évidemment le trauma incestueux, que ce soit avec passage à l'acte en tant que tel ou un climat incestuel, a de nombreuses répercussions dans beaucoup de domaines de la vie d'un individu et ne se restreint pas à de simples difficultés d'ordre sexuel comme parfois on peut l'entendre. Ça va bien au-delà de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je tenais à vous faire cette vidéo pour vous rappeler à quel point effectivement la vie d'un individu en est impactée sur le long terme. Donc en premier lieu, on va aborder la question des symptômes psychiques. Ils sont notamment perceptibles à travers la euh, question de cauchemars qui peuvent être d'ordre répétitif, de pensées intrusives, de phobie d'impulsion également. Donc on va, lorsqu'on parle de symptômes psychiques, notamment retrouver la question des pensées et des ruminations dévalorisantes, intensives, obsédantes et incontrôlables. On parlait justement de cauchemars juste avant, ils sont également très présents, ils se répètent inlassablement
et sont du coup la cause parfois d'insomnie avec peur de l'endormissement. Je vous parlais également des phobies d'impulsion qui peuvent se manifester avec des flashs soudains de scénarios dégradants, humiliants, insultants, violents envers soi-même et également parfois envers les autres. On parle également dans cette catégorie de symptômes psychiques de la présence de distorsions cognitives, de ce que l'on appelle voilà, des distorsions cognitives, avec présence fréquente et persistante notamment de la personnalisation et du blâme. La personnalisation se manifeste notamment à travers le sentiment chez un individu qui a été victime d'un trauma et d'un traumatisme incestueux ou incestuel, par le fait finalement de se sentir coupable et responsable de certaines choses, de certains événements, de certains propos tenus par des personnes extérieures, et de se sentir responsable et fautif dans la moindre chose qui pourrait venir de l'extérieur ou même de soi-même, de se remettre en question en permanence et d'être tout le temps du coup sur le qui-vive, d'être tout le temps en hyper-vigilance et d'avoir tout le temps ce sentiment de devoir se remettre inlassablement en question et donc d'être toujours la seule et même personne responsable de quelque événement ou quelques propos tenus par une personne extérieure. Le blâme va se manifester lorsque finalement on va se blâmer d'être une mauvaise personne, d'avoir mal agi, lorsque l'on va manifester une affirmation de soi, lorsque l'on va manifester une valeur, un besoin qui nous est propre, et on va se blâmer d'être dans une telle affirmation, se blâmer de manifester un désir ou un besoin profond individuel qui n'est pas forcément le même euh, que la personne qui se trouve en face de nous. Et pour cela, on va se blâmer d'avoir osé quelque part prendre la parole, d'avoir osé manifester un besoin et un désir profond individuel. Ce qu'on va noter également au niveau des symptômes psychiques, c'est que finalement, on va apprendre à dissimuler à son entourage par nécessité et par peur du jugement ou par banalisation des dits symptômes. On va apprendre à dissimuler en permanence. On en vient maintenant à ce qui a trait aux symptômes comportementaux. Dans cette catégorie, on va retrouver notamment de la forte présence de conduites dissociantes, avec possible raptus suicidaire et automutilation, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est-à-dire que lorsque l'on a vécu un trauma de l'ordre de l'inceste ou de l'incestuel et que l'on est porteur d'un traumatisme sous-jacent non identifié, eh bien on va être soumis, on va se soumettre régulièrement à des situations à fort danger potentiel ou avéré, avec une impossibilité de réaction d'opposition, que ce soit par exemple une surconsommation d'alcool ou de drogue, des crises boulimiques, des prises de décision irrationnelles, etc. Je parlais juste avant également de raptus suicidaire, sans signe avant-coureur de volonté de passage à l'acte, c'est-à-dire que d'un instant à l'autre, un individu qui est porteur justement d'un traumatisme, comme je le disais, non conscientisé, heu, sous-jacent et en profondeur, peut d'un instant à l'autre basculer et passer à l'acte suicidaire. On peut noter également une forte tendance à la mutilation corporelle et ou mentale avec un besoin irrépressible de se faire du mal. Par rapport à ces symptômes comportementaux, je tenais à faire également une aparté en vous précisant que ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être jamais consommé d'alcool, que vous ne vous êtes jamais drogué, que vous ne vous êtes jamais auto-scarifié, que vous n'avez jamais tenté de vous suicider, que pour autant votre vécu incestueux et ou incestuel n'est pas avéré, n'est pas légitime dans la véracité de vos propos, de vos souvenirs, de vos ressentis et de vos émotions. C'est très important voilà, de revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'avec tout ce que je suis en train de vous énumérer aujourd'hui, je le disais en début de vidéo, cette liste est une liste non exhaustive qui est quand même assez étoffée, mais ça n'est pas parce que vous ne rentrez pas dans chacune des cases de ce que je suis en train de vous énumérer que pour autant votre vécu n'en est pas légitime et n'en est pas avéré. C'est aussi pour ça que c'est si important de consulter et de se tourner vers des professionnels de la relation d'aide et de la santé mentale, entre autres,
pour vraiment vous reconnecter à votre bulle intérieure, vous reconnecter à ce qui vous est propre, à ce qui vous appartient et à ne plus être dans cette forme de comparaison permanente et cette forme de non-légitimité permanente. Je voulais également aborder avec vous dans cette vidéo la question donc des symptômes somatiques. C'est-à-dire que le corps en lui-même, l'aspect sensoriel également et corporel, est soumis à une vive réactivité lorsque l'on a vécu un trauma ou un traumatisme incestueux, avec une forte activation corporelle de la mémoire traumatique, souvent due à un stimulus sensoriel extérieur, c'est-à-dire une odeur, par exemple un bruit, un goût ou une douleur. Euh, voilà, je donne l'exemple d'une odeur de cigarette qui peut se rapporter à celle de l'agresseur, d'un bruit de klaxon qui renvoie au passage de voiture dans l'environnement durant l'agression. Tout ceci appartient à l'aspect sensoriel de la mémoire traumatique et qui va possiblement se réactiver euh, à tout moment de la vie d'un individu. Je voulais également aborder la question de la réactivité du corps de manière cyclique et inadaptée, avec par exemple la présence notable de certaines démangeaisons, d'irritations ou d'échauffements au niveau des parties génitales, des parties intimes, qui survient, voilà, comme je le disais, de manière imprévue, mais de manière cyclique, alors que tout aspect, on va dire, médical et physiologique a pu être mis de côté et que voilà, ces irritations, ces démangeaisons n'ont aucun sens et pourtant surviennent de manière impromptue. Tout ceci voilà, est une forme de réactivité du corps à un trauma, possiblement incestueux ou incestuel. Donc c'est important également d'en tenir compte et de le relever et de pouvoir l'aborder également en séance thérapeutique auprès de la personne qui vous accompagne déjà si c'est le cas ou qui pourrait possiblement vous aider et vous aiguiller dans la libération et la guérison, je mets des guillemets, de votre traumatisme. Un autre point, un autre domaine de la vie d'un individu que l'on aborde peu, celui de la question relationnelle. Et donc là, on va aborder justement cette question des symptômes relationnels, parce que quand on grandit dans un contexte incestuel et que l'on a pu vivre également un passage à l'acte incestueux, qu'on a pu le subir, on se construit dans une forme de lien d'attachement totalement désorganisé. On va en développer ce fameux syndrome du sauveur dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et on va être dans cette quête et dans cette recherche de la perfection permanente de soi déjà dans un premier lieu, mais également vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui va créer du coup de grandes difficultés d'attachement relationnel, avec une forte euh, impossibilité de créer des liens stables, sincères et sécurisants. Des problématiques également d'appréciation des intentions d'autrui, avec soit un excès de confiance ou alors un excès de méfiance. Et une remise en cause systématique de soi face aux attitudes, aux comportements et aux réactions d'autrui. C'est ce que j'abordais juste avant, notamment avec la question des distorsions cognitives. De par toutes ces difficultés, toutes ces problématiques relationnelles, eh bien on va en développer une forme d'absence de limite ou alors un éloignement dans les relations aux autres par peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être désaimé, d'être violenté et d'être manipulé. On ne sait plus sur quel pied danser et donc on va en arriver à une phase possiblement d'isolement total ou partiel dans le but de se préserver, dans le but de se protéger, parce que l'on ne sait plus comment se comporter, comment agir vis-à-vis des autres. Et on va terminer avec les symptômes dits sexuels, ceux qui sont généralement le plus abordés et ceux à quoi on fait le plus référence lorsque l'on parle d'un traumatisme incestueux. Forcément, on aborde cette question-là. Et donc, l'aspect de l'intimité, l'aspect sexuel évidemment, est fortement endommagé lorsque l'on a vécu un tel traumatisme. Et on peut noter, voilà, de manière très probante, une forte inhibition sexuelle, avec des troubles bien sûr de la libido et du désir,
avec une sensibilité, une sursensibilité presque, j'ai envie de dire, corporelle, mais on peut également noter parfois, plus fréquemment qu'on ne le pense, une forme aussi d'hypersexualité. Donc bien évidemment, les troubles de la libido et du désir et l'inhibition sexuelle dont je parlais juste avant, peuvent être mises effectivement sur le compte de certaines douleurs que certains individus peuvent rencontrer lors de rapports sexuels qui peuvent entraîner notamment un vaginisme partiel et ou total, notamment pour les personnes de sexe féminin. De nombreuses personnes également ayant vécu un tel trauma et un tel traumatisme sous-jacent euh, peuvent se retrouver enfermés mentalement dans une sorte de rôle à tenir, dans une forme de dette conjugale sexuelle, tel un fardeau qui doit être porté au sein du couple. Et cela va entraîner fréquemment une forme de rejet, qu'il soit verbalisé ou non, de certains gestes, qu'ils soient sexuels ou non, ou de caresses, car ils suscitent une telle sensation d'effroi ou de dégoût incontrôlable que finalement certains individus, certaines personnes s'enferment dans ce rejet et ne peuvent pas dépasser cette terrible appréhension de la connexion corporelle, sensorielle et sexuelle à l'autre. Et je le disais également lorsque j'évoquais la question des symptômes sexuels, il peut également y avoir une forme d'hypersexualité, on l'aborde peu, mais c'est parfois le cas, avec une forme de recherche de partenaires multiples avec mise en danger potentiel, prise de danger potentiel, ou avec un accès à la pornographie ou la masturbation de manière totalement extrême et excessive. Je l'avais également déjà abordé dans une précédente vidéo sur laquelle justement je vais vous orienter juste après. Je voulais également vous préciser que l'anxiété généralisée ou le trouble anxieux peut également trouver son origine dans une problématique de famille incestuelle. Donc je vous invite à visionner la vidéo dans laquelle je parlais justement de cette question de l'anxiété généralisée pour que vous puissiez comprendre et reconnaître le trouble anxieux et pouvoir éventuellement vous y identifier. Je vous renvoie du coup dans cette précédente vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je terminerai en vous rappelant que la présence de symptômes que j'ai pu donc évoquer juste avant peut vraiment révéler un impensé traumatique persistant. Et donc, je l'évoquais juste avant, c'est pourquoi il est vraiment si important de se référer à un professionnel de santé et d'aide psychologique qui pourra vous aiguiller pour répondre à certaines de vos interrogations et à certaines de vos terreurs éventuellement et de vos angoisses. Et donc, je terminerai en vous rappelant un détail somme toute important, celui que le trauma ne va pas systématiquement de pair avec le traumatisme. C'est-à-dire que le trauma, lui, va représenter l'événement, l'agression en tant que telle, là où le traumatisme s'inscrit dans une notion de temporalité et se réfère à l'image, à ce que le psychisme a gardé de cette agression, ou de ces agressions, ou de ce contexte agressif tel que le contexte incestuel le représente. Et donc c'est bien dans le cadre du traumatisme, c'est bien l'image et l'intensité surtout de l'agression et de l'environnement qui induisent la mise en place symptomatique. Donc gardez bien à l'esprit, je le répète, je l'ai abordé dans cette vidéo, mais je le répéterai encore à cet instant, que l'impact n'est pas retentissant de la même manière pour tout le monde. Mais cela n'enlève en rien la réalité des agressions, des situations subies et du contexte, notamment incestuel, dans lequel vous avez peut-être grandi et dans lequel vous vous retrouvez peut-être. Voilà, que vous vous retrouviez dans les symptômes que je viens de vous énumérer ou non, que vous ayez des doutes, que vous ayez des interrogations, ne restez surtout pas dans cet enfermement, ne restez surtout pas dans cet isolement et dans cette camisole mentale et émotionnelle et corporelle. Faites-vous confiance, écoutez-vous, allez au-delà de vos peurs, allez au-delà de vos angoisses. Je sais que c'est difficile, je sais à quel point s'orienter, se tourner vers quelqu'un peut être difficile, surtout lorsque l'on a pu être dans une forme d'errance thérapeutique depuis de nombreuses années et que l'on n'a pas forcément trouvé euh, un accueil, ni une écoute, ni une entente chez un professionnel, quelle que soit l'origine de son activité. Je sais à quel point ça peut être difficile de faire de nouveau confiance.
mais écoutez-vous surtout et écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous et dirigez-vous vers quelqu'un qui pourra éventuellement vous aiguiller, éventuellement vous donner des pistes de solutions, des pistes surtout d'accueil et d'appréciation de votre histoire, d'appréciation de votre vécu et de votre parole. C'est vraiment très très important de rester focalisé sur cet objectif-là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Il me reste à vous dire à bientôt, ici ou en thérapie.